Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus jusqu'ici ce matin. Merci au Cèdre de nous accueillir. On n'est pas dans un lieu complètement anodin, hein. Vous aurez repéré, on est au centre d'entraide pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, qui est tenu par le Secours catholique. Alors, cette conférence de presse, elle est co-organisée par la revue Projet que j'anime, par la CIMAD, le service jésuite aux réfugiés, JRS France, et le Secours catholique, Caritas France. À une double occasion. L'occasion numéro 1, c'est la sortie de ce numéro, Un réfugié sortir de l'impasse, qui est le numéro de juin de la revue Projet. La revue Projet, c'est une vieille dame qui a une centaine d'années, qui a été créée par les jésuites, avec cet objectif d'accompagner les acteurs qui se bougent sur le terrain pour la justice sociale, pour le respect des droits de l'homme, pour la protection de l'environnement, et qui se fait fort de servir d'interface entre ce monde des gens qui bougent, qui veulent faire bouger les choses, et puis le monde de la recherche, le monde des responsables politiques et économiques. Et la deuxième occasion, c'est évidemment le contexte politique dans lequel on est. On a un gouvernement qui prend à peine ses marques. On a des législatives qui se profilent à très brève échéance, et les associations avec lesquelles nous avons préparé ce numéro ont des messages à délivrer aux responsables politiques. Alors, le croisement des regards qu'essaye de faire la revue Projet, il est d'autant plus important sur une question aussi minée que l'est celle des réfugiés. C'est un sujet sur lequel le débat public est souvent capturé par des postures, des tentatives d'instrumentalisation à des fins électorales. Donc on a voulu tout d'abord revenir à ce que dit le terrain, à la vérité de ce que vivent les bénévoles qui sont engagés, ce que vivent les réfugiés eux-mêmes, ce que vivent les institutions qui sont chargées de l'accueil. Revenir aussi à la vérité de ce que nous disent le travail des chercheurs. On a des chercheurs confirmés qui ont écrit dans le numéro, d'autres plus jeunes. Et alors, on a commencé ce travail il y a un peu plus d'un an, à partir d'une interrogation qui était d'abord celle du service jésuite et réfugiés et du Secours catholique. Et qu'est-ce qu'ils constataient? Ils nous disaient qu'ils étaient dans une espèce de... Ils constataient un grand écart entre un constat quotidien, celui d'un élan formidable qu'ils pouvaient constater dans les familles, un peu partout en France, dans les villes, dans des villages, dans les zones rurales aussi. Un élan de solidarité, des portes qui s'ouvrent, des tissus sociaux qui se revitalisent aussi par l'accueil des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Et puis un discours public, des politiques publiques restrictives, qui pointent du doigt les réfugiés comme une menace pour notre pays. Et c'est à peu près le même constat que l'on retrouve en fait chez tous les acteurs. Quand vous regardez Jacques Toubon, qui est aujourd'hui défenseur des droits, on connaît sa trajectoire politique, il dit assez clairement l'idée d'accorder moins de droits à certains, c'est-à-dire aux étrangers connationaux, est si usuelle et si convenue que la question de la légitimité d'une telle distinction est devenue dépourvue de tout sens ou de tout intérêt. Donc cette distinction entre les droits de certains et les droits des autres, elle est devenue, on ne peut même plus la questionner. Or cela, dit-il, s'oppose aux droits fondamentaux et universels. Le respect des droits des étrangers est un marqueur essentiel du degré de protection et d'effectivité des droits et libertés dans un pays. Donc voilà un premier constat que les philosophes Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère, dans un récent livre qui s'appelle La fin des solidarités, résument ainsi. Ils disent finalement l'hospitalité était devenue au cours des 2 derniers siècles une valeur politique à la faveur des Lumières. Chaque personne qui fuyait un pays parce qu'il craignait pour sa vie avait le droit d'être accueilli. Et ils disent l'hospitalité a cessé d'être une valeur politique. Alors ça ne veut pas dire que l'hospitalité est morte, puisqu'il y a un sursaut d'hospitalité de la part d'acteurs privés, individuels, et on en a ici un témoignage très fort avec les gens qui sont mobilisés au Cèdre. Il y a aussi des personnes qui sont mobilisées au sein du collectif des voisins de l'avenue Wilson
à Saint-Denis qui sont présents ici. Je voudrais les remercier, Jean-Jacques et Clarisse, qui se confrontent à tout ce qui se passe du côté de la porte de la chapelle. Donc on a cette hospitalité individuelle qui tente de prendre le relais, mais qui, à elle seule, ne peut pallier les lacunes de la réponse institutionnelle. C'est la première impasse devant laquelle se trouvent les associations. La deuxième impasse, c'est celle, évidemment, que vivent les réfugiés eux-mêmes. Hein, c'est décrit par un certain nombre d'articles dans le numéro, des réfugiés qui sont ballottés d'un pays à l'autre, avec cette procédure de Dublin qui ne cesse de les renvoyer d'un pays à l'autre, pour ceux qui parviennent à fouler le sol européen, puisque l'Europe se fait fort d'externaliser la gestion et le tri entre bons et mauvais migrants. Des réfugiés qui sont aussi invisibilisés chez nous-mêmes, parce que les solutions d'hébergement, même s'il y a eu un effort de la part des pouvoirs publics dont nous parlera Mathieu Tardis, elles restent insuffisantes, elles restent pas pour tout le monde. Et puis la troisième impasse, c'est une impasse juridique, parce que la distinction entre ces réfugiés, ces bons réfugiés persécutés pour des raisons politiques, d'une part, qui eux relèveraient de la Convention de Genève et du droit international des réfugiés, et d'autre part, les mauvais migrants qui eux viendraient pour des raisons économiques, c'est une dichotomie qui n'a pas lieu d'être en réalité quand on regarde, quand on parle avec les demandeurs d'asile, où souvent les motivations, selon des degrés évidemment variables, se confondent. Et c'est une construction juridique qui est le fruit d'un processus historique de choix à un moment donné, à l'après-guerre. Et pourtant, ce que nous dit François Gémen dans ce numéro, c'est que il conviendrait de réécrire cette convention pour des raisons intellectuelles et pratiques, mais pour des raisons de contexte politique, aujourd'hui, il ne faut surtout pas y toucher. Et c'est voilà, la troisième impasse devant laquelle nous nous trouvons. Alors c'est sur ces constats d'impasse, mais aussi sur les solutions, sur les attentes que les associations ont sur les pouvoirs publics, que nous voulons aujourd'hui attirer votre attention.